Eh bien, bonsoir à toutes et à tous dans cette nouvelle chronique des barbaries, la dernière de ce mois de janvier. Et donc, au programme de ce jour, 29 janvier, donc, émergence, évidemment, comme à l'accoutumée, nous allons parler de cette initiative et des manifestes qui sont autour et qui permettent justement de populariser l'initiative, une perspective de la 6e République. Nous allons jeter un regard sur la semaine, voir quelles libertés nous restent et comment elles sont de plus en plus encadrées, de plus en plus rognées. Et ça, c'est, je pense, le problème numéro 1 aujourd'hui, parce que c'est celui qui va conditionner tout le reste. Et puis, comme à l'accoutumée, nous terminerons par une chronique, par un hommage aux personnes qui ont été victimes des barbaries. Alors, avant cela, tout d'abord, nous allons commencer, bien entendu, par la maxime de notre ami Gaston Courtois. Cette fois-ci, c'est une maxime qu'il reprend de Serriex, qui disait à propos de Foch, à propos du chef, autant sa sévérité était inflexible au cours de l'action, autant, cette action étant terminée, sa bonté, sa longanimité s'affirmait en toute occasion, dans sa manière de traiter et de juger les individus. Je l'entends encore me répéter. Un chef ne se trompe jamais par excès de bonté. Serriex, donc, à propos du général, puis, je crois, maréchal Foch, qui a beaucoup participé justement à la Première Guerre mondiale. Voilà, donc la bonté comme un moteur important, ne pas abuser de son pouvoir. Je pense que nos dirigeants actuels feraient bien de s'inspirer de cette maxime. C'est là qu'on voit toute la différence entre la grandeur d'âme et la hauteur de vue de ces personnes qui n'étaient pas exemptes de défauts pourtant. Mais par rapport à ceux d'aujourd'hui, eh bien, ils étaient des géants. Donc émergence, émergence, c'est pour changer le système, parce que nous ne pourrons pas faire autrement pour sortir de cette trajectoire qui nous mène à la barbarie que de changer le système, de le changer réellement en profondeur. Et donc pour faire cela, il y a différentes actions que l'on peut mener en dehors de l'Internet et des réseaux sociaux, évidemment. Eh bien, il y a la diffusion notamment des mini-cartes, donc au format carte de visite, des mini-cartes qui ont ce format-là, vous voyez. Donc c'est des cartes que l'on peut distribuer facilement autour de soi, que l'on peut commander, parce que évidemment ça a un certain coût de fabrication, mais le prix est tout à fait modique, je crois, de mémoire, c'est de l'ordre de 6,50 € pour 100 cartes, frais de port inclus. Donc vous voyez que si vous voulez participer, c'est à la portée de tous les citoyens français, de tous les citoyens qui sont volontaires pour se dire il faut faire quelque chose, il faut changer ce système, et le faire réellement, pas encore se faire plaisir ou faire de la figuration, comme beaucoup d'autres, et comme beaucoup d'hommes politiques, en définitive. C'est vraiment ça. L'idée est vraiment de réussir. Et pour réussir,
Les citoyens français doivent s'engager, sinon la trajectoire délétère continuera. L'autre moyen de s'engager, c'est évidemment le manifeste émergence, que si vous n'avez pas lu, je vous invite à lire, parce qu'il explique toute la démarche politique et comment nous allons, et nous pouvons et nous allons gagner. Donc c'est pour ça qu'il faut le lire et le partager. Il y a le manifeste idéologique qui donne une profondeur historique et une perspective, un espoir d'une nouvelle société, on peut le dire, de changer le système, de ce vers quoi on veut aller, parce que les 3/4 des hommes politiques aujourd'hui, ou des femmes politiques, qu'est-ce qu'ils nous proposent? Ils nous proposent quoi comme avenir? Quoi comme espoir? Et bien là, on voit qu'on a un espoir, qu'on a une perspective, qu'on a une possibilité de construire une société sur des bases plus solides et réalistes. Vraiment, c'est ça qui est important. C'est-à-dire, on ne construit pas des choses dans le vent. On construit des choses qui ont déjà existé par le passé, qui a eu déjà des expériences positives de cela par le passé. Bien, je vous invite à lire le manifeste idéologique. C'est expliqué à l'intérieur et pourquoi c'est ce vers quoi il faut tendre. Commandez-le, pareil, l'URL, vous la voyez, elle est au-dessus, là, tout en haut en orange, en blanc sur fond orange. Voilà, vous allez là, vous commandez, vous pouvez le distribuer autour de vous, et c'est une œuvre vraiment importante pour sortir, justement, des réseaux sociaux. Et pas simplement être dans l'Internet, et pouvoir discuter avec nos concitoyens. Alors, premier regard sur la semaine, bon, c'est un rendez-vous maintenant quasiment obligé, puisque la pandémie de Covid-19 s'est installée pour un bon moment, et déjà depuis un certain temps, et on voit bien avec les variants, comme je l'ai expliqué déjà, j'en parlais je crois, dès le mois de juillet, qu'il y aurait des variants et tout ça, peut-être même avant. Vous pouvez reprendre les émissions, elles sont en ligne, il n'y a rien de nouveau, enfin il n'y a rien d'inévitable là-dedans, enfin d'inévitable, de non connu là-dedans. Alors qu'est-ce qu'on constate en France? Bien, en France, on voit ici, là, ça c'est le nombre de cas par jour, le nombre de cas de Covid trouvés par jour en France. Donc on voit la première vague, on voit la deuxième vague, et on voit qu'ici, on est, alors ce que j'appelle un plateau incliné à la hausse, en fait, j'aurais pu le tracer ici, mais je le montre avec la souris, vous voyez, on a une tendance à l'augmentation malgré tout, et un plateau, en fait, c'est presque un plateau, mais c'est un plateau qui est légèrement incliné. Voilà, donc, ça monte. Alors, ça ne se traduit pas, je dirais, encore dans les décès, puisque, de nouveau, cette semaine, le nombre de décès est en baisse. Bon, ça reste quand même un niveau important, puisque c'est 2462 morts, quand même, c'est quand même pas négligeable. Mais le plateau, le nombre de décès est quand même en baisse. Ce que je pense s'explique aussi, comme j'ai eu l'occasion de le dire, par une meilleure prise en charge. Et tant qu'on arrive à ne pas saturer le système de santé, eh bien, on peut faire cette prise en charge, peut-être avec des traitements que j'ignore. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste, je constate simplement ce que je vois au travers des chiffres. Mais on voit qu'on a une dérive. Voilà. Est-ce qu'on arrivera est-ce que sera contenu, ou est-ce que ce qui se passe à l'étranger, on l'a vu, qui est une épidémie qui est passée hors de contrôle dans la plupart des pays étrangers, sauf aux exceptions notables des pays d'Asie, qui ne sont pas dans les délires et dans les errances, je dirais, que l'on peut rencontrer, dans un sens comme dans l'autre, dans les pays occidentaux et les pays libéraux, on va dire. Qui sont justement, ça marque quelque part un chemin aussi vers la barbarie. C'est aussi un moyen de le mesurer, puisque les politiques elles ne sont pas cohérentes, elles ne donnent pas de visibilité, elles ne donnent pas de perspective, outre que le vaccin. Heureusement qu'il y a des vaccins qui sortent, et bon, j'ai déjà dit, ces vaccins, on ne connaît pas leurs effets à long terme, c'est un nouveau type de vaccin. Bon, voilà. Donc voilà où on en est. Donc voilà. Bon. Ce qui se profile, c'est un nouveau confinement, même si, à mon avis, le gouvernement, et on verra pourquoi, à mon avis, il n'est pas sûr du tout de lui sur ce sujet-là. Alors, un autre élément important quand même, c'est que
létalité plus forte semble se confirmer. Ça, c'est une courbe que je fais depuis longtemps. Vous voyez, donc la courbe en bleu, c'est ce qui s'est passé. Hein. Donc nous en sommes là, ici. Donc ça, c'est le nombre de morts bruts hein, par rapport au nombre de cas. Et donc, on voit bien ici, et la courbe en vert, c'est une extrapolation en définitive, hein, de la courbe des décès. Hein. Là, on est sur les décès. Et on voit qu'on a eu un décrochage à un moment donné, hein, parce que là, c'est le nombre de guéris, hein, certainement, qui a bougé, en fait. C'est-à-dire que le nombre de gens qu'on considère guéris, d'un seul coup, il y a eu certainement un mode de calcul qui a changé. Et du coup, des gens qui étaient considérés comme guéris n'ont plus été considérés comme guéris. Hein. Et donc, à partir de là, on voit qu'on n'est plus du tout sur la même tendance. C'est-à-dire que là, on voyait bien qu'on était bien sur la tendance verte, où on arrivait vers un décès pour 100 personnes à peu près. 1,5 pour 100 personnes. Or que nous voyons que là, nous ne sommes plus du tout au même niveau. Hein. Et là, on voit qu'on est quasiment sur un plateau aussi, depuis donc plusieurs semaines, on est là. On est à plus de... Alors je crois que j'ai le chiffre, voilà, on est à 3,8. 3,8, ça fait presque 4 décès pour 100 personnes. Hein. Là, c'est conséquent. Hein. C'est même plus que les estimations initiales qui étaient plutôt dans les 2%. Hein, on est presque au double de ce qui était initialement prévu au mois de mars dernier, par exemple. Donc là, c'est assez inquiétant quand même. Donc voilà, ça semble se confirmer. Alors, en Chine, le test anal du Covid est jugé plus fiable, mais cela passe mal. Hein. Un peu d'humour ne fait pas de mal, hein, même si c'est un peu d'humour noir, malheureusement. Voilà, le test anal est jugé plus fiable en Chine, donc ils pratiquent le test anal. Bon, vous voyez cette petite photo. Donc, une information pour les voyageurs qui arriveraient en Chine, donc les étrangers qui vont en Chine. Je crois que les Français, c'est fini parce qu'ils en ont trouvé 4 et ils ont arrêté. Alors, je ne sais pas où ça en est exactement, mais c'est une information au moins de la semaine dernière. Et donc, les voyageurs arrivant en Chine devront se soumettre à ce test anal obligatoire qui est jugé plus fiable que le test avec le truc dans le nez ou dans la gorge ou des choses comme ça. Donc voilà, donc là vous avez la procédure hein, pour procéder à ce test. Donc pour tous les gens, bon ben voilà, je dirais, ils évitent, comme ils maîtrisent l'épidémie, on l'a vu la semaine dernière, hein, on a vu la courbe qui est, si on sait faire le gramme plat, là, bah, évidemment, s'il y a des mesures, qui sont prises pour éviter justement bah, que le virus soit ramené de l'extérieur. Donc ils sauvent leur économie, hein, comme ça. Hein. C'est juste ça, quoi. Hein. C'est quand même très important aussi. Il y a la santé, enfin, tout est important. Hein. On ne vit pas que d'air, que d'eau, que de nourriture. On a aussi besoin de la santé, on a aussi besoin de travailler, etc. etc. Nous sommes ainsi faits. Nous ne sommes pas monolithiques. Alors, autre regard sur la semaine, c'est la proposition de loi qui vise à renforcer donc, la lutte contre la maltraitance animale. Donc là, on est plutôt sur une bonne trajectoire, quand même, hein, globalement, puisque le bien-être animal, après, c'est énormément dégradé, parce que, moi, je me rappelle, moi, je suis quelqu'un de la campagne, à la base, hein, donc les animaux, je connais bien les animaux de la ferme, etc. Les animaux, déjà, ils avaient tous un nom. Même dans les fermes qui étaient alentour chez nous, ils avaient tous un nom, même des exploitations un peu plus grandes. Aujourd'hui, c'est plus que des numéros, hein, partout. Et puis, ils étaient traités, je ne veux pas dire humainement, ce ne serait pas le mot, mais ils étaient traités, voilà, quoi. On avait des relations avec les animaux tout à fait... comment dire, amicales, comme on a des animaux, là je parle des animaux de la ferme, hein. On avait des relations, voilà, humaines, j'ai envie de dire, enfin voilà, d'être vivant à être vivant, quoi. C'est plus du tout le cas aujourd'hui.
dans les transports, etc. Même avec les abattoirs qui étaient décentralisés, il y avait des abattoirs, alors c'était peut-être un peu le début des grands abattoirs, mais il y avait des abattoirs dans les villages, etc. Et les animaux, même quand il fallait les transporter, ils étaient un ou deux dans un chariot ou quelque chose comme ça, ou dans un camion. Bon, voilà, ils n'étaient pas habitués, mais ils n'étaient pas trop traumatisés non plus. Vous voyez ? Alors qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu ces camions qui circulent sur la route, où il y a des animaux qui sont entassés les uns sur les autres dans des camions gigantesques, des 35 tonnes. Voilà, ils prennent l'autoroute. Vous imaginez, déjà pour nous, c'est un peu stressant. Pour un animal qui vit à la campagne, ou ses poulets en batterie, etc., etc. Donc, la maltraitance, la barbarie vis-à-vis des animaux a augmenté de façon considérable dans les dernières décennies. Alors, aller vers quelque chose qui améliore la maltraitance animale, on ne peut être que pour. Mais, nous allons voir que ce n'est pas si simple que ça. Parce qu'effectivement, il y a des avancées. Des avancées, voilà. Par exemple, on a durci les sanctions contre la maltraitance animale. Donc, 3 ans de prison, 45 000 euros d'amende. Donc, c'est quand même... ça pique quand même. C'est quand même tout à fait. Donc ça semble effectivement bien, quoi. Hein. Voilà. Il y a des choses bien dedans. Hein. Je ne vais pas détailler tout le texte de loi, je vous y renvoie. Mais c'est des choses bien timides, parce que ce dont je viens de parler, tout cet élevage intensif, tous ces transports, tout ce broyage, il y a le broyage des poussins aussi, des poussins mâles, etc. Toutes ces choses-là qui vont autour, et la croissance aussi de la consommation de viande, hein, parce qu'on mange globalement. On a besoin de manger de la viande, hein, ça, là, il faut être très clair là-dessus, mais on n'a pas besoin d'en manger autant qu'on en mange, ça c'est sûr. Et en fait, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Il y a un durcissement en définitive, mais pas pour les puissants, pas pour ceux justement qui font fonctionner les choses. Pour tout ça, il n'y a rien du tout. Tous les amendements ont été refusé. Et c'est pour ça que j'ai mis, vous voyez, j'ai mis Mélenchon là-haut, qui maltraitance animale, stop à la barbarie. Alors, je vous invite à regarder, je ne fais pas souvent de publicité pour un homme politique autre, hein, mais j'en parlais aujourd'hui d'un autre homme, mais par exemple, ça peut arriver que dans le groupe Une perspective, la 6ème République, il y a aussi des hommes politiques qui apparaissent, s'ils disent quelque chose de bien, il n'y a pas de raison. Hein. Moi, je ne suis pas contre eux, a priori, quoi, voilà. Donc là, en l'occurrence, sa vidéo, elle est très intéressante. Je vous invite vraiment à la regarder parce qu'on apprend beaucoup de choses justement sur ce texte de loi. Ça dure un quart d'heure, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, et je vous invite donc à la regarder. Et, bien timide, mais en plus, il y a des contraintes qui sont disproportionnées. C'est-à-dire, on s'attaque toujours aux faibles. C'est-à-dire, par exemple, pour des animaux domestiques, j'en parlais déjà l'autre jour, si vous avez un défaut de puçage, de tatouage, 750 € d'amende. Quand je disais, par exemple, il y a des gens qui ont des animaux de compagnie, qui ont peu de moyens, qui sont peut-être au minimum vieillesse ou des choses comme ça. Le 750 € d'amende, ça serait si ils n'ont pas les moyens de pucer ou de tatouer l'animal. Bon, écoutez, c'est un animal, peut-être on l'a récupéré, etc. C'est quand même très cher, toutes ces choses-là au vétérinaire. 750 € d'amende. C'est-à-dire on s'attaque aux faibles. On fait payer. En fait, c'est une loi d'une hypocrisie totale, quoi. si on y réfléchit bien. Enfin, peut-être pas sur tous les sujets, mais également sur les cirques. Alors après, vous savez, il y a les cirques, ils se promènent avec des animaux. Bon, bah, ils sont pas plus... Enfin, moi, ils m'ont pas l'air plus malheureux qu'autre chose. Bon, après, je dis pas... Il faut peut-être regarder de plus près. Hein, mais... dans des endroits, dans des villes, c'est peut-être la seule occasion qu'ont des enfants d'échanger avec des animaux comme des chèvres ou des choses comme ça. Des animaux comme ça. Donc, ça me semble un peu... Il y a du deux poids, deux mesures, quoi. C'est bien ça le problème. Les vrais sujets, en fait, ils n'ont pas été traités. Ou très peu. Voilà. Donc regardez cette vidéo, je pense qu'elle est intéressante, elle vous intéresse. Un autre sujet complètement différent ce coup-ci, c'est par rapport aux technologies vertes, ce qu'on appelle les technologies vertes, celles qu'on nous vend à longueur de journée, et on voit bien que c'est que du marché en définitive, et gare à l'effet rebond. Et là, c'est un article paru dans Science et Vie
du mois de janvier 2021, un petit encart, mais qui est quand même tout à fait révélateur et tout à fait intéressant de tous ceux qui vous vendent la transition, ce qu'ils appellent la transition écologique, qui est une vaste fumisterie. C'est pas comme ça qu'on s'en sortira, vraiment. Je vous invite à regarder notamment Jean-Marc Jancovici, je crois que c'est son nom. Lui, il donne les ordres de grandeur, il parle de choses plus sérieuses. J'ai même un autre livre là qui parle de ça, qui est assez intéressant. J'ai malheureusement encore pas eu le temps de lire parce que j'ai beaucoup, énormément de choses. Il y a celui-ci, donc, aussi de Marc Fontcave, Alto Catastrophique, les vérités de la transition écologique. Bon, et bien là, on va en voir une autre aussi ici. Donc, en Allemagne, hein, qu'il faut suivre absolument, l'Allemagne, la rénovation énergétique des bâtiments a coûté 340 milliards d'euros investis en Allemagne depuis 2010 pour la rénovation énergétique des bâtiments. C'est l'isolation, etc., etc. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ce qui se passe, c'est que les Allemands n'ont pas baissé leur consommation d'énergie. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont remonté les thermostats parce qu'ils avaient froid chez eux. Et en fait, bah, plutôt que d'être à 18 ou 19, ou quand même à 18-19, hein, moi je ne sais pas à quelle température vous êtes, mais moi à 18-19 j'ai froid, hein, eh bien ils ont remonté peut-être à 21. Voilà. Et bien, voilà ce qui s'est passé. Voilà l'effet rebond. L'effet rebond, c'est-à-dire qu'en fait, c'est quand même positif parce que les gens sont dans une meilleure condition de vie, sont moins dans la précarité énergétique qu'on connaît, dont on a tous entendu parler et que malheureusement beaucoup subissent. Donc voilà ce qui s'est passé en définitive. Et moi ça me rappelle aussi une autre chose, c'est que quand j'habitais en HLM en région parisienne, ils avaient changé la chaudière aussi pour tous les blocs d'immeubles. Donc du coup on avait froid dans les immeubles. Donc qu'est-ce qui se passait ? Eh bien on a acheté un radiateur électrique. Voilà, donc en fait, globalement, qu'est-ce qu'on avait gagné ? Ils avaient fait des trucs où est-ce qu'on avait... ils disaient qu'ils avaient une chaudière qui était plus efficace, mais sauf que ça chauffait moins. Et du coup, les gens, si vous ne vouliez pas avoir froid, vous étiez obligé d'acheter un radiateur électrique et de faire du chauffage électrique. Donc ça coûtait plus cher aux gens. Et au niveau de dépenses énergétiques, c'était pire, puisque l'électricité, c'est extraordinaire, mais ce n'est pas le meilleur moyen pour le chauffage. Hein. C'est un moyen pratique, souple, etc. Mais à tout prendre, c'est mieux d'avoir une grande chaufferie à proximité des logements plutôt que d'avoir une centrale qui est très loin, où il faut transporter l'énergie, etc. etc. Vous voyez ? Donc en fait, en voulant faire quelque chose de leur transition énergétique avec des trucs optimisés, etc., etc., on arrive à des effets négatifs. Donc ça, c'en est un exemple également. Autre exemple, eh bien, l'augmentation, alors on s'est aperçu qu'il y avait une augmentation de la pollution lumineuse. Ce qu'on appelle la pollution lumineuse, c'est justement on éclaire les campagnes, etc. Il n'y a plus de vraie nuit. Ça perturbe aussi les animaux sauvages, notamment. Et puis pour les télescopes, c'est un peu ennuyeux pour faire des observations astronomiques. Bon, ça c'est un peu embêtant, mais c'est moins dommageable pour la nature en tout cas. Eh bien, on s'est aperçu qu'il y a eu comme on est passé aux technologies LED qui consomment moins, on a remplacé les lampes à vapeur de sodium et autres par une augmentation de l'éclairage public. Donc en fait, on a moins... Bon, je ne suis pas contre l'éclairage public, hein, c'est utile l'éclairage public. Notamment, bon, je peux encore citer une anecdote si vous voulez, parce que quand j'étais en région parisienne, notamment, ils avaient supprimé l'éclairage public sur la nationale 118. Vous savez, sur la nationale 118, il y a la descente là, qui descend sur Sèvres, qui est extrêmement dangereuse. Et ils avaient supprimé l'éclairage public. Alors pour les voitures, ça posait peut-être pas de problème. Mais moi qui circulais en scooter à l'époque, je veux dire que quand il pleuvait, sans l'éclairage public qui donnait un tapis de lumière très important, eh bien vous ne voyez plus rien. C'est-à-dire que vous avez les gouttes sur le casque parce que vous ne roulez pas vite à cet endroit-là. Et quand il pleuvait, vous avez forcément un peu de pluie. Et là, c'était catastrophique parce qu'on ne voyait plus rien. Sauf que les gens qui ont pensé à ça, ils n'ont pas pensé aux gens qui sont en scooter ou en moto, vous voyez.
Pourtant, en région parisienne, il y a beaucoup de gens qui sont en scooter et en moto. Voilà. Bon, je referme la parenthèse. Et puis, un autre constat qui est relevé dans cet article, c'est que les voitures hybrides, en fait, elles polluent 2 à 4 fois plus que ce qui est prévu. Enfin, moi, j'ai jamais cru à l'hybride. Pour moi, c'est une vaste fumisterie. Autant, c'est-à-dire qu'en fait, elles polluent autant qu'une thermique. Parce qu'en fait, en vérité, les 3/4 des véhicules hybrides sont en permanence en mode thermique, en fait. Sauf que vous vous trimballez avec 2 moteurs, avec 2 systèmes, plutôt qu'un, quoi. Donc, voilà la fumisterie des voitures hybrides. Donc tout ça, c'est de la fausse écologie, c'est de la fausse transition énergétique, etc. C'est pas du tout ça les solutions. Ça, c'est les solutions, c'est des choses pour ne rien faire, pour rester comme on est. Et donc on vous parle de CAP 21, etc. Tout ça, c'est du pipeau intégral. C'est des mensonges de A à Z. Et nos écologistes de salon, eh bien, c'est ce qu'ils nous vendent à longueur de journée, etc. Tout ça, c'est pour faire des marchés, c'est-à-dire qu'on vend des voitures, on revend des trucs, etc., etc. Mais on ne cherche pas les vraies solutions. On s'en fout, on cherche à faire du profit à court terme. Et on le voit bien dans le Covid, on n'est qu'une politique, et ce n'est que la poursuite de cette politique, que du court-termisme. On est avec le nez dans le pare-brise, comme ça, là, et on voit bien comment ils gèrent la crise du Covid-19. Au jour le jour. Voilà. Voilà le système néolibéral, ce que c'est. Parce qu'à l'époque, même à l'époque capitaliste, où parfois il faisait justement, il y avait de la planification, il y avait, même dans les usines, etc., on faisait un entretien, on voyait les choses à long terme. Vous voyez, parfois. Alors que là, c'est tout, il faut que ça rapporte au bout de 3 mois, etc., etc. Voilà, et encore, sur certains trucs, c'est au jour le jour. Sur les marchés financiers, c'est au jour le jour. Hein. Donc, voilà le monde dans lequel on est. Donc, c'est complètement en accord, ce gouvernement, il est complètement en accord avec ce monde néolibéral qui gère au jour le jour. La semaine, c'est déjà du long terme. Bon, poursuivons, on a assez parlé de ça. Alors, autre sujet, quelle liberté? C'est un peu le sujet principal dont on va parler ce soir. Eh bien, les censures. Eh bien, les censures, on l'a vu avec le président des États-Unis, l'ancien président, qui a été censuré par des organismes privés, Facebook, YouTube, Twitter, etc. Il faut voir que c'est assez pernicieux, puisque la Constitution des États-Unis prévoit que ça soit interdit, que la liberté d'expression est garantie par la Constitution américaine. Sauf que, eh bien, oui, la Constitution américaine le permet, sauf que, donc, l'État ne peut pas l'empêcher. Mais là, ce n'est pas l'État qui l'empêche, ce sont des compagnies privées. Donc, à partir de là, vous ne pouvez rien dire, puisque ce sont des compagnies privées. Qui plus est, qui vous offrent un service gratuit, puisque c'est vous le produit. Quand c'est gratuit, c'est vous le produit, en vérité. Et donc, ils font ce qu'ils veulent. Ils sont au-dessus, c'est bien ce que je disais, c'est-à-dire, là, ça montre bien qu'on sort de la démocratie, c'est-à-dire qu'ils sont au-dessus des lois, au-dessus même de la Constitution. Ils font ce qu'ils veulent. Voilà le monde dans lequel on est aujourd'hui. Alors quand je discutais aujourd'hui avec des gens qui se disent démocrates, etc., et qui sont dans la mondialisation et la démocratie, c'est incompatible. Parce que le niveau maximum et optimal, je dirais, auquel la démocratie peut s'exercer, c'est la nation. Plus grand, c'est trop grand. Plus petit, c'est trop petit. Donc, la démocratie et nation, ça va ensemble. C'est de même niveau et c'est prouvé que l'histoire le montre, tout simplement, que ça fonctionne. Alors, ça peut parfois fonctionner à des échelles moindres, mais ça fonctionne généralement moins bien à une échelle moindre, parce que vous avez des phénomènes de prébande, d'oligarques, de familles qui prennent la main sur une ville, par exemple. Hein. Par exemple, les Médicis à Florence, c'était eux qui gouvernaient la riche, parce que c'était eux les plus riches. Ou c'est un peu un phénomène qu'on voit en Polynésie également. Hein. Quand c'est pas assez gros, ça va pas.
Et quand c'est trop gros, bah, ça devient des États fédéraux, avec des États très très loin. Eh bien, on peut regarder, par exemple, ce qui se passe dans l'Union européenne, bon là c'est une caricature, mais même aux États-Unis. Hein. Bon, les États ont quand même, chaque État a quand même des pouvoirs très importants, mais il y a des pouvoirs aussi assez importants au niveau fédéral, au niveau de Washington. Hein. Donc l'État fédéral, c'est déjà... Il faut vraiment que les membres de la fédération aient des droits très importants, des pouvoirs très importants pour que ça reste quand même un peu démocratique. C'est déjà plus délicat. Mais alors, à l'échelle mondiale, on n'en parle pas, quoi. C'est juste, ça n'a aucun sens. C'est comme la transition écologique. Ceux qui vous disent qu'on va faire une démocratie à l'échelle mondiale, c'est comme les écologistes avec la transition écologique. Donc voilà. Et donc le monde dans lequel on est, c'est Facebook, monsieur YouTube, monsieur Twitter, qui décide qui a le droit ou pas de parler. Et on le subit, puisque les gens qui sont sur les réseaux sociaux, ils se rendent bien compte qu'il y a des problèmes de censure, de ce qu'ils peuvent dire, au-delà de ce qu'a pu subir, ou ce que subit encore une perspective de la 6e République. Et il y a beaucoup de gens qui se gaussaient en disant « Ah tiens, ils ont interdit tel site de droite, ou tel site complotiste, etc. » Bien, je vous invite à lire donc c'était souvent des gens de gauche en l'occurrence, quoi, à lire ce qu'il y a là, le grand soir, le pendule de la censure Internet bascule à nouveau à gauche. Eh bien, justement, c'est un article qui remet les pendules à l'heure et qui montre bien qu'en fait, dès qu'on met le nez dans la censure, eh bien, ils vont censurer qui bon leur semble. Et même si c'est quelqu'un avec qui vous n'avez pas la même opinion, eh bien, c'est essentiel qu'il ait aussi le droit de parler. Parce que dès qu'on met le doigt dans la censure, eh bien, tout le bras y passe. À tel point que il n'y a pas de plateforme, en définitive, qui soit vraiment fiable. Puisqu'il y a beaucoup de gens, ils sont avec Discord. Hein, et Discord, eh bien, il y a eu une censure sur Discord récemment, là. Et il y en a même eu 2 dont je peux parler. Il y a eu notamment une action concertée de certaines personnes qui étaient un petit peu... qui ont joué sur un titre de bourse à la bourse de New York, je pense, à Wall Street. Et du coup, ils s'étaient entendus, mais c'était pas des financiers à la base, mais ils s'étaient entendus pour faire monter un cours, etc. Donc le cours a monté, et du coup, l'outil qu'ils utilisaient a été bloqué, et les gens qui utilisaient cet outil ne pouvaient plus acheter, ils ne pouvaient plus que vendre de ce titre. Donc, et ils pouvaient plus, et donc du coup, il y a eu sur Discord, il y a eu des gens qui disaient mais c'est pas normal, etc. Et qu'est-ce qu'a fait Discord? Ils ont coupé le serveur, c'est-à-dire que les gens ne pouvaient plus discuter de ce sujet-là sur Discord. Donc on croit, il y a beaucoup de gens qui disent Discord, oui c'est mieux que je ne sais pas quoi, que telle autre plateforme, eh bien ce n'est pas vrai. Et donc là, bah, voilà, hein, je vous montre le Discord. The company that hosts the server for the subreddit suddenly found that it was hate speech. Et voilà. Et donc, ils ont déconnecté, ils ont coupé le serveur Discord. Et c'est ce qu'ils avaient fait, d'ailleurs, précédemment, pour The Donald, c'est-à-dire qu'étaient des gens qui discutaient autour de l'élection de Donald Trump, etc., qui étaient des soutiens de Donald Trump. Donc voilà, en fait, Discord, en fait, c'est pas du tout ça, hein, c'est pas du tout... Et Discord, derrière, il faut bien savoir que Discord, c'est la même chose, c'est Odyssey. Odyssey, ils utilisent le même logiciel. Donc on voit bien que on a du mal à s'en sortir. L'autre jour, je vous disais déjà, même Telegram, qui n'a rien à voir avec ça, mais ils avaient coupé une fois des échanges de l'État islamique. Donc pour le coup, là, on va pas pleurer, mais ça montre simplement qu'ils peuvent le faire. Oui. Et que là, eh ben, il suffit que ça rentre dans leur directive ou dans leur bon vouloir, en définitive, eh bien, ils pourront de nouveau couper s'ils le souhaitent. Alors, donc, il faut bien voir quel est le but de tout ça, de toute cette censure, de tout ce discours sur le complotisme, etc.
c'est d'isoler les citoyens, toujours diviser pour régner. C'est-à-dire que on va faire migrer tous les gens qui étaient sur YouTube ou sur Facebook, etc. Allez hop, on va les dire, allez sur Discord, allez sur Odyssey, allez sur Telegram. Et du coup, eh bien, ça va isoler. Et du coup, ils auront le même stream comme les grandes chaînes de diffusion de télévision, qui seront Facebook, YouTube, etc. Puis ceux qui sont hors système, contre le système, eh bien, se retrouveront dans d'autres plateformes, complètement isolés, ils ne pourront plus discuter avec le reste de la population. Voilà le but de ça. C'est pour ça qu'il faut rester sur Facebook, il faut rester sur YouTube, il faut rester sur Twitter, autant que possible. Il faut rester avec le reste de la population, pour pouvoir discuter avec eux, justement. Parce qu'ils vont mettre dans la tête des gens qui suivent simplement, qui ne suivent pas trop, voilà, qui ne sont pas trop politisés, bah eux, ils vont rester sur Facebook, YouTube, Twitter et tout ça. Et voilà, ils ont gagné. Ils ont divisé parce qu'ils ont isolé, en fait, le problème. C'est très important de, certes, être peut-être sur ces plateformes, mais pas que. Alors, c'est pour ça que nous avons dupliqué, évidemment, les sur des autres médias, sur le site 1p6r.org, bien sûr, mais également sur Odyssey, hein, puisque ça fait partie des plateformes quand même qui sont un peu moins surveillées que YouTube jusqu'à maintenant, tout du moins. Donc la chaîne Odyssey, vous pouvez la trouver là-haut. Il y a des groupes et un canal Telegram également, donc qui viennent en plus. Voilà. On fait en plus, on ne fait pas en moins, on fait en plus. Pour être sûr de diffuser, de multiplier les chemins en définitive pour faire passer l'information. Et puis il y a également le logiciel Crypt qui permet d'avoir un coffre-fort électronique et d'échanger des messages de façon privée. Il est plus frustre que ces outils-là, hein, mais il est parfaitement sécurisé et surtout, il est édité par nous. Ce qui fait que les choses les plus sûres, puisqu'on ne passe pas par d'autres serveurs, et Crypt, ça ne passe pas par d'autres serveurs. Ils ne peuvent pas couper, c'est impossible à couper, puisque ça ne passe pas par un serveur. Parce que comment est-ce qu'ils font? Vous, quand vous envoyez quelque chose de votre ordinateur ou de votre téléphone, ça va à un serveur, puis de ce serveur, ça va à l'autre personne. Eh bien, avec Crypt, ça ne marche pas comme ça. Vous envoyez directement, par mail par exemple, ou par tout moyen. C'est juste un fichier que vous envoyez. Passez par aucun serveur, vous n'avez pas besoin. Ou par un serveur de mail. Mais vous créez une adresse mail, voilà, ça peut aller très vite. Ou par d'autres moyens. Vous pouvez l'envoyer par Telegram, enfin, voilà, le fichier, vous pouvez l'envoyer comme vous voulez. Et le site 1p6r.org, bah, c'est la même chose. C'est un site qui est hébergé dans un environnement sécurisé qui nous appartient, qui n'est pas chez un hébergeur. À partir de là, sauf si on n'a plus l'Internet, eh bien, on est complètement sécurisé. Ça, c'est la chose sûre et certaine. Et c'est bien pour ça que nous avons mis ça en place, parce que nous savons très bien où et à qui nous avons affaire. Gouverner, c'est prévoir. Eh bien, prévoir, c'est prendre les dispositions qui permettent justement d'être en sécurité, de pouvoir communiquer de façon sécurisée. Alors, quelle liberté? Continuons. Vous avez vu la semaine dernière, il a fait au même moment que la chronique des barbaries de la semaine dernière, Francis Lalanne qui a fait un appel aux citoyens et citoyennes de France en disant la patrie est en danger. Et nous voyons bien, c'est ce que partage chaque semaine ensemble, justement, nous voyons bien que la patrie est en danger et qu'il faut réagir absolument. Et donc, Francis Lalanne, et je le salue d'avoir fait cet appel, bien entendu, toute initiative qui va permettre d'essayer d'avancer dans cette opposition à ce système, il faut absolument l'encourager et participer ensemble. Le tout, c'est de réussir à converger à un moment donné, à avoir un tronc commun qui fasse que nous puissions réussir à changer ce système, justement. Parce que oui à la destitution du tyran, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Oui à la destitution du tyran Macron, il y a notamment dans la Constitution, c'est prévu, il y a l'article 68, dont les députés, le Parlement peut se saisir pour le faire. Bon, il y a peu de chances qu'ils le fassent, mais si nous mettons la pression suffisante, il y a le moyen de le faire. Légal.
il y a aussi, alors je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a Éric Fiorile du CNT, Conseil national de transition, qui est une autre organisation, hein, qui est, je dirais, concurrente, entre guillemets, d'une perspective de la 6ème République. Mais nous partageons, pas tout, mais nous partageons aussi pas mal, nous sommes dans le même courant de pensée malgré tout, qui est quand même emprisonné maintenant depuis le 17 décembre, et je trouve que c'est un prisonnier politique, il faut appeler un chat un chat, et donc, voilà, il faut que cette personne soit libérée, et voilà, et personne n'en parle d'Éric Fiorile, à part les gens du CNT, évidemment. Donc, quelle liberté? Que risque-t-il, justement? Eh bien, par le code pénal, Francis Lalanne, par les déclarations qu'il a faites, eh bien, il risque 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Ce qui n'est quand même pas une paille. Hein. Dans le même tonneau, il y a cette histoire à Nice là, de Christophe Wilson, qui est un restaurateur, le Poppies s'appelle son restaurant, qui a été placé en garde à vue. Et parce que, alors après, voilà, ils vont trouver quelque chose de toute façon, parce qu'il avait ouvert son restaurant. Hein. Donc, bon, peu importe les motivations qui ont fait qu'il a ouvert son restaurant, le fait est que derrière, ça fait un exemple. Et il a été placé en garde à vue, et son cuisinier, parce que son cuisinier était un clandestin. Hein. Comme ça se pratique beaucoup dans la restauration, malheureusement. Quels sont les buts de ça? Au-delà des motivations derrière Christophe Wilson, ça ne m'intéresse pas de savoir quelles sont les motivations. Mais quels sont les buts au final? Les buts de ça, c'est de faire de l'intimidation. De l'intimidation à la désobéissance civile, notamment au travers des appels. Il y a beaucoup d'appels quand même de restaurateurs et d'autres, et de patrons de café, justement, pour, à partir du 1er février, réouvrir. Et donc, qu'est-ce qu'on essaye de faire au travers de ça? D'intimider la population, d'intimider les Français. Voilà la réalité. Autre but, eh bien, toujours de la même façon, isoler les citoyens par catégorie. Hein. Dire, ah bah il y a les complotistes contre les gens qui sont tétanisés par la peur et tout ça. Donc, voilà les buts. Toujours la même chose, diviser, intimider pour régner. Vous croyez que c'est un pouvoir démocratique qui fait ça? En quoi est-ce qu'il représente le peuple? Oui, la destitution est tout à fait légitime. Ils sont censés nous représenter. Ils ne sont pas là pour être des tortionnaires. On n'est pas... C'est un tyran. Voilà, c'est la définition de la tyrannie. Donc, sur ce qui risque, je vous invite, j'ai mis un lien là où vous pourrez consulter éventuellement. Voilà où nous en sommes. Et je voudrais dire une chose, c'est sur ces aspects-là, justement, c'est pour ça que je ne veux pas rentrer dans les sujets de savoir les motivations des uns et des autres. Ce qu'il nous faut, eux, ils cherchent à nous diviser, eh bien, une perspective, la 6ème République, nous cherchons à rassembler les Français. Rassembler les Français pour gagner. Parce que eux, pourquoi est-ce qu'ils veulent diviser les Français? C'est qu'ils sont contre nous, ils sont contre la France. Ils sont contre la France et les Français. Hein, on voit, enfin, il y a plein d'exemples, je vous renvoie sur ce qu'ils font sur l'Alsace, etc., etc. La démolition de la France, eh bien, ils sont contre nous. Eh bien, la perspective, une perspective de la 6ème République, notre but numéro 1, rassembler les Français. C'est pour ça que nous ne tomberons pas dans le piège de la division, de dire ceux-là, ils ne sont pas bien, ils ne comprennent pas, ou à contrario, ceux-là, c'est des complotistes, etc., etc. Non. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que les Français s'unissent pour construire notre pays. Parce que c'est eux qui le détruisent. Ils sont contre nous. Ce sont des ennemis du peuple. À bas les ennemis du peuple. Voilà l'objectif. Dans un espoir, dans une vraie perspective, avec une nouvelle constitution. Donc un outil pour à la fois rassembler les Français, mais aussi pour changer le système profondément, puisque c'est la constitution, c'est ce qui est en plus haut du droit, plus haut que les traités internationaux, plus haut que les traités avec l'Union européenne. Tout ce qu'il faut dire. Hein. À partir de là, on pourra vraiment faire des changements et orienter une autre politique hors de toutes les propagandes de Pierre, Paul et Jacques. Voilà.
Donc, Rassemblement les Français, ben, il y a la vidéo, non, système, nous ne tomberons pas dans ton piège. Ben, je vous invite à la visionner, c'est une courte vidéo, elle est intéressante et parfaitement d'actualité. Parce que, oui, et je reprends les mots de Francis Lalanne, citoyennes et citoyens de France, oui, la patrie est en danger. Il faut vous mobiliser, eh bien, et je vous invite à le faire derrière une perspective de la 6ème République, pour les raisons que je viens de dire, parce que nous proposons un espoir, une perspective. Il ne faut pas qu'on se retrouve dans la situation des Libanais aujourd'hui, ou des Tunisiens, où ils protestent, mais ils ne proposent rien, ils n'ont pas de perspective. Nous proposons une perspective politique, c'est toute la différence. C'est pour ça qu'une perspective de la 6ème République est intéressante et se démarque. Justement parce qu'on n'a pas simplement un programme, on n'a pas de programme. On a une vision, on a un but, un endroit où amener la France et notre peuple. Un espoir, un rebond civilisationnel. Voilà ce qu'on propose, au travers d'une vraie démocratie, d'une 6ème République. Voilà. Sinon, eh bien, on va se perdre en division, en protestation stérile. Non. Il faut tracer une voie et la suivre. Et pour tracer une voie et la suivre, il faut une direction, il faut un chef. Voilà. Eh bien, c'est moi. Voilà. Tout simplement. En toute modestie, en toute immodestie, ça m'est égal. J'assume. Il faut assumer ses responsabilités, prendre ses responsabilités. Le camp d'en face, eux, ils ont un chef. Et ils ont aussi des tireurs de ficelle qui financent. Nous avons besoin de gens qui nous sponsorisent, bien sûr. Et nous avons besoin de tout le peuple français. Voilà. Voilà, j'en arrive à la fin. Hommage de nouveau à des victimes des barbaries. Bon, je pense que la première victime, vous en avez sans doute entendu parler, c'est Yuri, 15 ans, tabassé par un groupe, laissé pour mort à Paris, 15e. Quel est le sens du mot honneur pour ce groupe? À 10 contre 1. Quel est le sens du mot honneur? Aucun respect pour eux-mêmes. Aucun respect pour rien. Parce que quand on ne se respecte pas soi-même, comment voulez-vous qu'on respecte autre chose? Quand on a du respect de soi-même, on ne s'attaque pas à 10 contre 1. C'est une meute barbare. Alors, il sort, ce jeune enfant, c'est encore un enfant, hein, progressivement du coma. Bon, on espère qu'il n'y aura pas trop de séquelles. 9 mineurs ont été interpellés. Voilà. Bon, je ne sais pas où en est l'enquête, mais voilà, c'est quand même 9 mineurs. Voilà les enfants de la France d'aujourd'hui et de demain. Quand je parle de barbarie, je ne suis pas du tout dans l'exagération. Pas du tout. Je suis dans le réel. C'est tout. Une autre barbarie. J'ai mis en même couleur parce que je ne sais pas, de ces deux informations, je ne peux pas départager laquelle est la plus terrible. Rabbi Jacob est mort. Rabbi Jacob, c'est un film de 1973, réalisé par Gérard Houry. Gérard Houry, à la fin de sa vie, qui était le réalisateur, le cinéaste, à la fin de sa vie, et là je cite, il constatait lui-même qu'il n'aurait pas pu le refaire au début des années 2000, tant la culture de l'offense était devenue dominante. Aujourd'hui, personne n'est à l'abri. Tous sont soumis à la surveillance des procureurs autodésignés, toujours prêts à vous traîner devant le tribunal de l'opinion, le tribunal médiatique, dans lequel on n'a pas de tribunal, on n'a pas besoin d'amener des faits ou n'importe quoi, il suffit de débiner et d'être entre copains, les apathies et compagnie, pour pouvoir débiner et salisser, calomnier, il en restera toujours quelque chose. Et détruire des hommes et des femmes, souvent des hommes.
en l'occurrence. L'humour est mort. Voilà la barbarie. Parce que l'humour, c'est vraiment un des propres. Il y a très peu d'animaux qui ont de l'humour. Il y a quelques singes qui ont aussi de l'humour, qui rient. Voilà. Nous sommes partis de ces très peu d'espèces qui avons de l'humour. Quand on perd ça, mais on perd tout. On va aussi vers la barbarie. Voilà une victime. Alors, j'ai extrait ce texte, cette partie d'un blog qui est de grande qualité, je trouve, qui est le blog de Descartes, donc dont vous aurez le texte in extenso à l'adresse. Voilà, nous arrivons cette fois-ci complètement au terme de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Passez à l'initiative. Cette barbarie, elle ne va pas s'évaporer. Hein. Si on n'agit pas, et les moyens de le faire, c'est de participer, de regarder les émissions, de parler d'une perspective de la 6ème République, de diffuser le manifeste émergence et de diffuser les mini-cartes autour de vous. Parce que une perspective de la 6ème République, un P6R, c'est la seule option à la hauteur pour nous en sortir de façon valable. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, et je vous dis à très bientôt. Inscrivez-vous sur le site 1p6r.org. Au revoir.